qui sont identifiés. Aujourd'hui, il y a un réel besoin auprès de cette population, et nous souhaitons d'ailleurs que les premières urbanisations qui seront réalisées se fassent à destination d'un public âgé, avec du logement qui pourrait leur être adapté. Inversement, on m'a dit, monsieur le maire ne veut que des vieux à Marguerite. Alors, des fois, vous voyez, c'est un peu les contradictions. Des fois, il m'arrive même à une journée d'être interpellé sur ces deux sujets. Le constat aujourd'hui, et monsieur Cantier l'a dit, c'est que notre commune perd des habitants. Désormais, le dernier recensement est plutôt inquiétant, 700 habitants en moins sur la commune de Marguerite. Perdre des habitants, c'est pas une source de vitalité pour une commune, et que nous avons intérêt à pouvoir continuer à accueillir des familles comme Marguerite l'a fait pendant longtemps. C'est source de vitalité pour nos commerces, c'est source de vitalité pour nos services publics, et une commune vivante, une commune dynamique, c'est une commune qui est capable d'accueillir l'ensemble des générations. Et c'est bien l'enjeu d'un plan local d'urbanisme qui va fixer les règles de vie dans notre commune, de permettre à l'ensemble de nos générations, des plus jeunes qui ont du mal à s'installer dans la commune, jusqu'aux moins jeunes qui ont envie de rester dans notre commune, de trouver les solutions adaptées à leurs attentes. On m'a dit, on va m'obliger à quitter ma maison. Quelles que soient les dispositions que le PLU voudrait prendre, quelle que soit la vision politique, l'orientation politique que pourrait avoir un maire d'une commune, c'est bien entendu un pouvoir que n'a pas le maire. Donc, bien entendu que ce on m'a dit n'a aucun sens. Mais là aussi, je le dis, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à chacun de pouvoir vivre comme il l'entend, dans le logement qui lui correspond à Marguerite. Donc, bien entendu, aucune mesure coercitive en matière de logement ne peut être prise. On m'a dit, monsieur le maire, on va déplacer les tennis. Oui, nous avons le projet de déplacer les tennis qui aujourd'hui sont sur le secteur de Marcieux, et plus globalement, et c'est sous la houlette d'Audrey Ranck, adjointe en charge des sports et des associations, plus globalement, nous voulons que le site de Pradelles accueille l'ensemble des activités sportives d'extérieur de la commune. Donc, au-delà de la question des tennis, c'est un nouvel espace sportif complet que nous souhaitons développer à Marguerite, et nous démarrerons, si bien entendu le budget nous le permet, nous démarrerons certainement par les terrains de tennis, en lien évidemment avec le club de tennis de Marguerite. Dans la lignée, monsieur le maire, on m'a dit on va détruire tous les équipements culturels et sportifs de Marcieux, et dimanche dernier, on m'a dit monsieur le maire, on m'a dit vous allez démolir l'école de Marcieux. Dans les pages 13 à 18 du PADD, que je vous invite à lire si vous l'avez fait, il est écrit le projet de Marcieux sera basé sur la rénovation, reconstruction et construction des équipements publics structurants, écoles, gymnases, piscines, salles polyvalentes, villages de solidarité, chaufferie biodynamique, etc., etc. Donc non, nous ne souhaitons pas démolir l'ensemble des équipements publics. Et si certains sont démolis, c'est parce qu'ils seront préalablement reconstruits. On s'interroge par exemple aujourd'hui sur le devenir du gymnase, qui est un bâtiment vieillissant, qui a aujourd'hui plus de 30 ans, qui énergétiquement est une vraie passoire, et dont le coût de rénovation correspond à peu près à un coût de construction. Donc aujourd'hui, nous réfléchissons à la possibilité de reconstruire un nouveau gymnase sur la commune de Marguerite. Et quant à l'école de Marcieux, parce qu'il était interpellé dimanche, non, alors cette école, on est quasiment tous passés dans cette école.
Je regarde Mme Condé, notamment, qui est en charge de l'éducation, qui est aussi passée dans cette école. Pour rien au monde, moi, je souhaiterais voir démolir l'école de Marseille au sein de laquelle je suis allé. Cette école a besoin, bien entendu, d'une rénovation importante, puisqu'elle a 50 ans maintenant. Mais par contre, ce que nous envisageons, ce que nous projetons, et ce que nous souhaiterions pouvoir réaliser, c'est la création d'un 3e groupe scolaire sur la commune de Marguerite, de manière à pouvoir avoir un équilibre entre l'ensemble des groupes scolaires de la commune, l'école de Marcieux étant une école importante. Et peut-être dernière, on m'a dit, si je ne me trompe pas, on m'a dit, monsieur le maire, que vous allez interdire d'utiliser nos voitures. Là aussi, quelle que soit l'orientation de monsieur le maire, ceci n'est pas possible. Et vous verrez que dans le cas du PLD, penser que demain on supprimera la voiture dans notre commune, bien entendu, une absurdité. C'est vrai dans notre commune, c'est vrai dans l'ensemble des communes. Mais qu'effectivement, nous allons essayer de répondre aussi à des demandes qui sont fortes de la part de nos citoyens en matière de transport doux, sécurisé, et à travers la création des pistes cyclables, ce que nous avons commencé à faire dans un certain nombre de nos communes. Voilà un peu les premiers on m'a dit, que j'ai pu noter, qui ont peut-être répondu à un certain nombre de vos questions. Et ce que je vous propose, c'est qu'avant que l'on démarre la présentation des enjeux du plan local de déplacement qui fera M. Pérez, peut-être venir sur les orientations que fixe le PADD. Je vous laisse la parole. Il y a un micro qui circule et nous essaierons de répondre à plusieurs points. Monsieur le maire, bonsoir. Vous parliez de construction et d'écologie, seulement, et également de construction maîtrisée, mais plus on regarde sur Marguerite, et les constructions sont loin d'être maîtrisées, puisque chaque espace vert entre 2 habitations sont construites. Alors, et oui, si vous regardez sur Genesté, par exemple, vous redescendez Genesté, il n'y a plus de jardin, il n'y a plus rien. Vous parlez de jardin et pas d'espace vert. Absolument, oui. Mais si on continue à construire sur les jardins à droite à gauche, on risque d'avoir un souci écologique quelque part. On a été inondé il y a quelques années. Plus on va construire, plus on va bétonner, plus on va goudronner. Et j'ai peur qu'un jour ou l'autre, on ait de gros soucis. Denis, tu voulais prendre? Non, c'était exactement la même question. Effectivement, le bétonnage, il faut prévoir l'évacuation des eaux qui suit, parce que nous avons quand même, comme je l'ai déjà dit, au niveau de la voie ferrée, un barrage qui fait à peu près 1,50 m à 2 m tout le long de Marguerite. C'est tout l'enjeu du plus. C'est tout l'enjeu du plus, effectivement, de régler les règles d'urbanisation pour que l'urbanisation ne soit pas synonyme de bétonisation. Ce sont 2 choses différentes. Donc aujourd'hui, vous avez raison, aujourd'hui, dans le cadre des règles d'urbanisme qui existent sur notre commune, il est possible aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'on appelle une division parcellaire, et on le voit effectivement beaucoup sur la bulle Genesté, mais pas que, permettant ainsi effectivement de construire des logements plus petits, plus en j'allais dire presque en copropriété, hein, non pas juridique mais physique. C'est aujourd'hui un habitat qui évolue en ce sens, qui répond aussi peut-être à une conjoncture économique. Hier, un ménage pouvait acheter des terrains de 500 à 1000 m². Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et d'ailleurs, on voit sur le marché que le moins de terrain, vous avez des projets aujourd'hui qui sont au fond du parc Humann, qui sont portés aujourd'hui. Les terrains les plus grands doivent être autour de 210 ou 220 m². Donc, c'est bien les règles que doit poser notre PLU. Quelle est la part que l'on va imposer en zone
non imperméabilisée, en zone imperméabilisée sur chaque construction qui sera réalisée. Donc on était hier avec notre cabinet, le cabinet qui nous accompagne dans la rédaction du prix, et certainement un des enjeux sera de fixer un pourcentage minimum non urbanisé, non bétonné sur une parcelle, sur les parcelles qui sont à urbaniser. Donc c'est des règles qu'il faut poser qui n'existent pas aujourd'hui parce qu'elles n'avaient pas de sens il y a quelques années. Aujourd'hui, elles en ont pleinement. C'est l'enjeu de l'inondabilité, mais c'est aussi l'enjeu du climat, l'enjeu de la chaleur auquel il faut répondre. Donc il faudra que notre PLU permette effectivement de garantir un certain pourcentage sur une parcelle de zones non bétonnées et imperméabilisées pour pouvoir permettre aux eaux de pouvoir ruisseler. Bon, si j'ai bien compris, sur les limites actuelles constructives de Marguerite, le projet c'est de faire rentrer 2 à 3 000 habitants supplémentaires. 1500. Ben, on est à 9 000. On est à 8500 et l'objectif c'est 10 000. Dernier recensement, on est à 8005, l'objectif c'est 10 200. Aujourd'hui l'objectif de l'actuel PLU c'est 11 100, si je ne me trompe pas. Donc on a un objectif moindre que l'actuel plan local d'urbanisme. Bon, donc dans tous les cas, il y aura une bétonisation supplémentaire. Il faudra avoir des logements supplémentaires. Voilà. Bon, je suis choqué aussi, comme l'a dit monsieur, sur les constructions qui sont criardes avenue de Genesté, où le balcon d'une personne donne sur le garage de l'autre. Alors quand on dit il faut développer l'agriculture au sud et faire des petits jardins, comme vous l'avez dit dans votre campagne électorale, faire des petits jardins pour les gens, je crois que les gens préfèrent avoir quand même un petit jardin à côté de chez eux. Donc dans ce cas précis, c'est plus possible. Alors il y a le problème également d'inondation, puisque la voie ferrée constitue un barrage, et ce que je crains, c'est que tôt ou tard, les bâtiments prennent de la hauteur. Prennent de la hauteur. Hein. Bon, sur l'avenue, je ne sais plus si c'est l'avenue des anciens combattants, les bâtiments sont vraiment assez choquants quand on passe devant. Et alors si ça devrait se généraliser à Marguerite, si des bâtiments comme ça devaient être érigés le long de la RN 86, en fait, maintenant la départementale, je crois que ce serait un peu choquant pour ceux qui seraient sur cette route. Alors, plusieurs questions dans votre intervention, M. Ponge. Tout d'abord sur la partie urbanisée. Donc, la partie à urbaniser sur laquelle nous allons nous concentrer, c'est l'enveloppe urbaine existante. Parce qu'effectivement, le premier enjeu que nous avons posé, et M. Cantier l'a dit, c'est la préservation et la destination de nos terres agricoles de la plaine du Vist. La problématique d'inondabilité, elle serait encore plus forte si aujourd'hui on urbanisait ici. Donc il est important effectivement que cette zone reste une zone qui puisse accueillir nos eaux, les eaux de ruissellement. Donc nous ne sortirons pas de l'enveloppe urbaine existante qui représente en gros 20% du territoire communal tel qu'on peut le voir ici. Là aussi, et vous avez raison lorsque vous pointez l'exemple des constructions qui se font aujourd'hui rue des anciens combattants. Je crois que c'est exactement l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Cette construction, ces constructions qui se sont faites, elles se sont faites sur la base du plan local d'urbanisme existant. Et comme tout promoteur, ils ont voulu, bien entendu, optimiser le rendu. Et le rendu, on voit ce qu'il est aujourd'hui. C'est qu'on se retrouve certes avec des maisons qui ne sont pas hautes, mais des maisons qui sont collées les unes aux autres. Pourquoi ?
parce que le plan local d'urbanisme ne fixe aucune règle limitant l'emprise du bâti sur la parcelle et limitant le niveau à R+1. Je suis persuadé que si le PLU avait permis de monter d'un étage supplémentaire, on se retrouverait avec un bâtiment qui aurait laissé la place à de l'espace végétalisé autour et qui aurait évité cette proximité entre les habitations qui sont construites, mais aussi avec les habitations existantes. Donc oui, vous avez raison, il faut que notre PLU fixe ces règles-là. Quelle est la part qui peut être bétonnée sur une parcelle urbanisée? Et bien entendu, quelle est la hauteur maximum que l'on va autoriser? Et ce qui est vrai dans un quartier n'est pas vrai dans un autre. Et on le voit très bien dans la commune. Le vieux village aujourd'hui est construit à R+2. Les habitations sont à 2 étages. Ce n'est pas le cas dans nos quartiers résidentiels. Donc il faut qu'on s'adapte à cette situation-là. Ne pas reproduire, par exemple, ce qui s'est fait au champ de foire. On est allé réaliser des maisons à étage à 4 mètres de maisons qui existaient depuis 20 ans, depuis 30 ans, et qui se sont retrouvés avec une gêne terrible, et avec des gens qui ont quitté leur maison. Donc il faut qu'on arrive il faut que notre PLU règle ces questions-là, et c'est bien tout l'enjeu, tout ce que nous allons mettre dans ce PLU, qui va nous permettre d'éviter de se retrouver avec des maisons collées les unes aux autres, d'éviter d'avoir des hauteurs inconsidérées. Il faut que l'on trouve le bon équilibre. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Le domaine princesse, c'est véritablement l'exemple à ne pas suivre et l'exemple qui va nous aider à rédiger dans le bon sens notre plan local d'urbanisme. Bonsoir à tout le monde. Monsieur le maire, vous avez parlé tout à l'heure de la piscine. Vous allez enlever les terrains de tennis ainsi que la piscine. Est-ce que la prochaine piscine va être couverte ou comme celle-là en plein air? C'est ma première question. D'abord, je n'ai pas dit que j'allais enlever la piscine. Je te parlais du tennis. J'ai dit que la piscine, ce que nous souhaitions, c'est que la piscine soit rénovée, soit reconstruite. C'est l'enjeu qu'on se donne. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quel projet nous porterons autour de la piscine municipale. Ce qui est sûr, c'est que cet équipement, il existe. Et il faut qu'on lui redonne vie. Il faut qu'on lui redonne vie. J'avais pour ambition, moi, qu'on lui redonne vie, sachant que on est sur une échéance à plusieurs années. Donc moi, j'avais pour objectif de pouvoir la réouvrir dès 2023. J'avoue que compte tenu du contexte budgétaire, je ne suis pas sûr que, on verra au moment où nous voterons le budget, que nous puissions réaliser les travaux nécessaires à son ouverture immédiate dès 2023. Mais oui, la piscine doit être un des équipements réhabilités, rénovés, voire reconstruits. Et très sincèrement, aujourd'hui, on n'en est pas du tout, à la faisabilité de ce projet. Aujourd'hui, l'intention de préserver cet équipement est là, comme l'ensemble des équipements qui existent sur Demancy. D'accord. Après, par contre, le jour où elle sera en fonction, prévoyez aussi la sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans ce lieu et c'est bien dommage, quoi. C'est l'enjeu de tous les équipements d'ailleurs et qui sont sur la commune, bien sûr. D'accord. Après, ma deuxième question, c'est concernant les problèmes de construction qu'il y a. Alors ça, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous pose la question. Quand un promoteur vient avec un projet, est-ce que c'est vous qui le validez ou pas? Bien sûr, c'est le maire. Donc s'il fait des maisons accolées avec pas trop de jardin, pourquoi vous acceptez? Alors, bien sûr que le maire valide, c'est le maire qui valide le permis de construire. Mais il le valide sur les bases des règles qui existent. C'est-à-dire que je ne peux pas refuser un permis qui respecterait les règles. C'est comme si un gendarme interdisait à une voiture rouge de passer au feu vert. Donc oui, je valide, mais ce que nous validons, c'est la conformité aux règles d'urbanisme. D'où ce travail tout en amont que nous réalisons aujourd'hui, à fixer des règles d'urbanisme qui vont nous permettre d'avoir un habitat et d'avoir des constructions qui correspondent à nos besoins, à nos attentes, à une qualité de vie digne de ce nom à Marguerite.
Donc aujourd'hui, je reprends le domaine Princesse, aujourd'hui on ne pouvait pas empêcher, on ne pouvait pas empêcher des maisons d'être collées les unes aux autres, on pouvait simplement empêcher que le son R+2. Par exemple. Après, de valider un balcon qui est sur un garage, franchement, ça ne doit pas être bien joli. Moi, je n'ai pas vu, je fais part de suite de la parole de monsieur, mais le but, c'est d'embellir quand même un village, ou bientôt une ville. C'est pas non plus de faire des choses qui ne ressemblent pas aux maisons d'à côté, quoi. C'est pour ça qu'il nous faut fixer des règles qui nous permettent de remplir cet objectif-là. Et l'objectif de l'embellissement, l'objectif du bien vivre, l'objectif de la végétalisation, il faut que nos règles du plus nous permettent de répondre et d'obliger les promoteurs à s'inscrire dans ce cadre-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais parce que lorsque le plus a été rédigé en 2014, et voté en 2014, c'était peut-être pas les priorités ni les objectifs qui étaient fixés. Oui, bonsoir. Dans le cadre de la réhabilitation des groupes scolaires, est-ce que vous avez prévu le réaménagement des cours de récréation? Alors là aussi, aujourd'hui, on n'en est pas à avoir prévu quoi que ce soit en matière de bâtiments. Hein. On n'en est pas là, on en est simplement à des intentions. Mais il va de soi, effectivement, que la rénovation ou la construction d'un bâtiment scolaire sera accompagnée de la rénovation ou de l'aménagement des cours d'école. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, on est en train de travailler sur un projet de végétalisation de nos cours d'école, et que compte tenu de l'échéance avant une éventuelle construction d'un nouveau groupe scolaire et la réhabilitation de l'école de Marcieux, il y aura des travaux, un minima de mise en sécurité dans nos cours d'école qui devront être réalisés. Et d'ailleurs, nous avons reçu les parents d'élèves et la directrice de l'école maternelle de Marcieux la semaine dernière à ce sujet. Je crois que l'enrobé qu'il y a dans la cour d'école de Marcieux était le même lorsque moi j'étais élève, et je vous l'ai dit, j'ai 54 ans. Oui. Monsieur, il y a plusieurs. Bonsoir. Vous dites que vous déplacerez les cours de tennis. Que ferez-vous de ce terrain laissé vide, s'il vous plaît? Idem, on n'en est pas du tout aux phases de construction. Aujourd'hui, le constat est que sur la plaine de Pradelles, on ne peut pas réaliser de construction bâtie, sauf à destination d'équipements publics sportifs non fermés. D'où cette ambition de réaliser sur cette plaine-là, l'ensemble de nos équipements sportifs non fermés, puisque ce lieu-là peut les accueillir. Du coup, libérer de l'espace foncier sur cette partie de Marcieux. Et nous verrons après ce que l'on peut en faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons lancé un appel d'offres pour pouvoir recruter ce que l'on appelle un architecte conseil, qui va travailler sur l'urbanisation de ce quartier, sur les champs des possibles sur ce quartier-là. Dans la mesure où, je vous l'ai dit, on envisage de démolir le gymnase pour le reconstruire ailleurs, de rénover la piscine, on va jouer un peu à Tetris sur ce quartier-là. Et en fonction du coup de la vision urbaine que nous donnera notre architecte de conseil, on posera des projets. Mais là, on est sur une échéance bien lointaine. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce qu'on mettra à la place des tennis. Ce qui est sûr, c'est que cette zone de Marcieux, elle est amenée à accueillir donc de nouveaux équipements publics rénovés, mais aussi de l'habitat. Jacques Bardou. J'ai noté que l'objectif de logement était de 850. L'objectif de personnes en plus était 1500. Alors je fais une division toute bête. Je dis à peu près 3 personnes par famille. Ça fait 500 logements. Donc on ne peut pas faire l'économie, être pragmatique. Donc disons, regardons quel est l'objectif principal. C'est 1500 ou 850.
Si c'est 1500, regardons à 500 logements. Non, et déduisons ceux qui existent déjà et qui sont vides dans Marguerite pour arriver peut-être à 350, 700. L'objectif de 850, c'est l'objectif que nous fixe le plan local de l'habitat, qui est un document qui est établi par Unimétropole, et donc qui est opposable aux communes, et qui fixe effectivement cet objectif de 850 logements. Objectif qui, alors je parle sous couvert du directeur général des services, c'est 2017, 2018, non 2019 peut-être, 2019, le PLH, donc c'est un objectif qui nous a été fixé en 2019. Et vous avez bien noté effectivement l'objectif de 1500 habitants supplémentaires, donc on est plus dans une logique de 500 logements que l'objectif. Aujourd'hui, Marguerite est dimensionnée pour aller à hauteur de 10 000 habitants. Donc l'objectif réglementaire que l'on se pose, parce que sans ceux, notre plus ne serait pas accepté, sera de 850 logements, mais notre objectif principal sera bien celui de 10 200, je crois, habitants sur la commune de Marguerite. Donc on sera certainement plus près de 500 logements à réaliser que de 850. Alors, sachant que quand je dis logements à réaliser, je le disais tout à l'heure, il y a certains qui sont déjà en cours de réalisation. Il y aura aussi de la rénovation. Aujourd'hui, on a 200 logements qui sont à peu près recensés sur la commune. On estime qu'à l'échéance de 2035, on pourrait projeter de manière un peu optimiste, de projeter de réhabiliter 80 logements existants sur la commune. Monsieur le maire, bonsoir. Ma question est toute simple en fait, par rapport en fait à tout ce que vous avez exposé, et au fur et à mesure que les projets associés donc, à la révision du PLU vont devenir on va pouvoir les toucher du doigt. Est-ce que seront associées les instances qui existent aujourd'hui, les instances de concertation, notamment les comités de quartier, le conseil citoyen? Je pense aussi à la toute dernière association de commerçants, qui regroupe les commerçants de Marguerite. Donc, est-ce que ces instances seront intégrées dans le processus de réflexion et auront la possibilité de donner leur avis avant que des décisions qui pourraient être regrettables ou regrettées soient prises? Évidemment, je crois que c'est la fibre de cette municipalité aujourd'hui d'associer le plus grand nombre à la concertation et à la réalisation. Nous l'avons fait dans le cadre du PADD. Monsieur Cantier vous l'a dit, une série de réunions, de questionnaires ont été posés. Nous avons présenté ce PADD au Conseil des citoyens avant qu'il soit débattu en Conseil municipal, et nous irons bien entendu dans ce sens-là. C'est l'objet des échanges que l'on a aujourd'hui. Et oui, une fois que le projet de PLU sera avancé, il sera effectivement débattu, amendé. Alors, dans le cadre, bien entendu, de la concertation réglementaire, de mémoire, je passe sous le couvert du directeur général des services, c'est que le PLU doit être présenté en conseil municipal à compter d'ici fin mars, c'est ça, monsieur le directeur général. Et puis après, il y a tout le temps de l'enquête publique, etc. Mais dès l'amont, dès que nous aurons les premiers retours et les premières propositions, elles seront soumises aux différentes instances. Et je pense notamment au comité de quartier, parce qu'il va être important de pouvoir travailler quartier par quartier. C'est ça l'enjeu des PLU. Là, on pose des règles générales. Après, le plan local urbanisé, on rentre rue par rue, presque parcelle par parcelle. Presque. Mais au moins rue par rue. Donc il est important d'aller avec chacun des comités de quartier pouvoir discuter du bout de gras. Mais ce qui est important, et on le verra avec le PLD, c'est aussi de pouvoir prendre la hauteur nécessaire pour pouvoir prendre des décisions qui, même si elles sont prises à un endroit, impacteront l'ensemble de la commune. Donc c'est là où le Conseil des citoyens et les réunions publiques de ce type apporteront toute leur plus-value. Et moi je l'espère.
Oui, je reviens à la première question qu'on avait posée concernant les constructions avenue Genesté ou ailleurs sur Marguerite. Donc effectivement, on ne peut pas interdire que les gens deviennent propriétaires, et moi je le suis, donc je ne peux pas m'en plaindre, mais plus on construit de logements, j'allais dire propriétaires, plus on va avoir un déficit de logement social. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus on construit des logements un peu partout, mais est-ce qu'au niveau social, on va pouvoir récupérer, ou en tout cas rattraper le retard qu'on a sur Marguerite? Très sincèrement, je le dis là, la préfète n'est pas là, donc je peux le dire facilement. Aujourd'hui, on a un déficit de 700 logements sociaux sur la commune de Marguerite. Nous avons 300 logements, il en faudrait 1000. Pour arriver à récupérer le retard, il faudrait construire plus de 2000 logements sur la commune de Marguerite. Elle en fait aujourd'hui 4000, ça veut dire créer une demi-ville à côté de Marguerite. Donc non, nous n'arriverons pas à récupérer le retard de 700 logements sociaux. Par contre, nous avons un vrai besoin de logements sociaux. Je pense au couvert de Patricia Pouvlan, adjointe en charge des solidarités. Nous avons plus de 300 demandes de logements sociaux sur la commune de Marguerite, qui répondent à un besoin. Des jeunes, des parents isolés, des personnes qui se retrouvent des fois confrontées à des accidents de vie. Donc il faut qu'on essaye au moins de répondre à cet objectif-là. Donc l'objectif que l'on veut se fixer dans le cadre du plan local d'urbanisme, ce sont 300 logements sociaux à l'échéance de 2035, dans les 850. Donc si on fait un calcul rapide, ce qui veut dire que l'objectif c'est de fixer 30% de logements sociaux pour chaque construction. Donc ce vers quoi on pourrait aller, tel que ça existe dans d'autres communes, j'ai échangé l'autre jour avec le maire du Millau, par exemple, à côté de Nîmes, ils ont fixé dans leur plan local d'urbanisme que dès 3 logements construits, il y ait 30% de logements sociaux. Voilà. Donc c'est une des règles que l'on pourra poser, qui nous permettra, non pas de combler le retard, parce qu'on n'y arrivera jamais, mais, je n'imagine pas, mais au moins d'inverser une dynamique et puis de répondre à un besoin qui existe dans la commune. Je vous écoutais avec intérêt. Merci. L'argumentation que vous développez me semble, je veux dire, sensée, raisonnable, mais je suis quand même étonné, sachant que Marguerite est entourée d'un grand nombre de communes, qu'aucune référence ne soit jamais faite à ces communes voisines. Et pourtant, on peut songer que la manière dont elles vont s'urbaniser auront des conséquences sur l'ensemble des populations si on dépasse les frontières margueritoises, en matière de construction de collèges, de lycées, que sais-je, de réseaux de transport en commun, et sans doute beaucoup d'équipements collectifs. Je suis vraiment surpris. J'ai connu dans le passé des développements urbains gigantesques où les communes, qui gardaient leur indépendance à de soir, étaient en contact fréquent, réciproque. Alors, les contacts, ils existent à travers, notamment sur notre territoire, à travers l'agglomération de Nîmes et le PLH. Je parlais tout à l'heure de notre obligation en termes de logement, de 850 logements qui est fixée par le PLH. Elle fixe des objectifs pour chacune des communes. Donc, en termes de nombre de logements et d'accroissement de la population, il y a une répartition, si je peux employer ce mot-là, qui est faite à l'échelle du territoire de Nîmes Métropole et pour chacune des communes. Et quant aux équipements publics, je vous rejoins. Aujourd'hui, je crois qu'il manque sur notre territoire une volonté de mutualiser et de partager nos équipements publics. Et dans le cadre de mes fonctions à Nîmes Métropole, où j'ai en charge les subventions aux communes, et donc j'accompagne les projets des différentes communes, je constate que malheureusement, si chaque commune, par exemple, souhaitait avoir son gymnase, on aurait sur le territoire de Nîmes Métropole 39 gymnases. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore franchi ce pas de partager et de mutualiser nos équipements publics. C'est peut-être un peu moins le cas sur notre territoire, parce que Marguerite et M. Portal le disaient souvent. Marguerite, de par son rôle de centralité, concentre un grand nombre d'équipements
qui n'ont pas été construits à l'échelle communautaire, puisque c'est la commune de Marguerite qui les a portés seuls. Le gymnase, ça c'est du temps de M. Yanta, le gymnase, la piscine, la médiathèque et la construction la plus récente. Donc effectivement, cette vision-là, elle n'existe pas. Et elle n'existe pas parce qu'aujourd'hui, notre agglomération ne vient pas sur ces champs de compétences-là. Je crois que c'est un manque. C'est un manque de vision de la part de notre agglomération. Et j'espère qu'à l'échelle des mandats, des années prochaines, et des mandats qui viendront, on arrivera à avoir cette vision-là. Et moi, je trouverais tout à fait normal que, je ne sais pas, la commune de Marguerite bénéficie d'équipements sportifs pendant que les équipements culturels sont à Saint-Gervais ou inversement. Ce n'est aujourd'hui pas une vision. Nous n'avons pas aujourd'hui de vision intercommunale et communautaire sur notre territoire. Et vous avez raison, c'est un manque. Je crois qu'il y a une dernière. Voilà, il y avait quelqu'un que j'oubliais. Une dernière question. Une dernière question. Avant qu'on passe au PLD. Exactement. J'allais vous proposer ça. Merci. Bonsoir. Petite question par rapport aux équipements sportifs d'extérieur. Vous disiez que vous vouliez tout regrouper. Est-ce que ça concerne aussi le rugby? Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison de préciser. Alors, on ne pourra pas tout regrouper parce qu'effectivement, il y a des installations qui sont trop imposantes. Et le terrain, c'est le cas du terrain de rugby. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre de disciplines sportives qui sont dispensées sur la commune, d'autres qui souhaiteraient être installées. On a, je pense au beach volley, par exemple. Je pense à des nouvelles disciplines telles que le paddle, qui aujourd'hui pointe le bout de leur nez. Il y a des disciplines qui existent telles que la pétanque, qui aujourd'hui peuvent être assemblées et bénéficier d'équipements dignes de ce nom. Donc, alors effectivement, vous avez raison, toutes les disciplines sportives, sauf le terrain et demi de rugby, qui est trop imposant pour qu'on puisse le mettre à Pradenne, sauf à ne pas installer les autres. Et par ailleurs, vous parliez du fait qu'il n'y aurait pas de construction à Pradenne. Alors c'est pas un on-dit, hein. Moi j'ai lu les comptes rendus du club de tennis qui évoquent construction de sols couverts, de cours couverts, et peut-être aussi pour le futsal, des choses comme ça. Donc ça serait quand même des constructions. Alors, nous n'avons pas le droit de réaliser des constructions fermées, aux 4 côtés fermés. Par contre, effectivement, on peut réaliser des constructions couvertes. Donc, effectivement, l'objectif est de pouvoir couvrir un certain nombre de terrains de tennis et de terrains de pétanque, et voire d'autres équipements, si besoin est, sur la plaine de Pradenne. Bon, je vous propose de passer sur un sujet qui est très important, très structurant et qui fera aussi l'objet de débat, qui est le plan local de déplacement. Là aussi, nous arrivons avec 0 proposition. Ce qui va vous être présenté aujourd'hui par Eric Pérédès, ce sont les enjeux en matière de déplacement pour la commune de Marguerite. Et c'est sur la base de ces enjeux que nous devons, les uns et les autres, répondre aux différentes problématiques qui sont posées dans ce PLT. Je laisse la parole à Eric Pérédès. Mesdames, Messieurs, chers élus, bonsoir. Avant de vous présenter le diaporama, il faut quand même pouvoir étudier et débattre des enjeux des mobilités à Marguerite. Nous devons d'abord partager un constat. Le modèle de développement et de vie de Marguerite est celui de la maison individuelle et de la voiture individuelle. C'est l'habitude du karaoké, ça. Le paradoxe, c'est que c'est un modèle qui serait illusoire de vouloir faire disparaître, mais qui ne peut plus continuer. C'est en tout cas l'avis de tous les chercheurs et spécialistes qui travaillent sur ces questions. Il nous appartient donc de construire ensemble un nouveau chemin pour notre commune, en regardant ce qui se fait ailleurs, bien sûr, mais en prenant prioritairement en compte les réalités économiques, géographiques et sociales locales. Pour construire ce chemin, nous devons définir, prioriser et partager des objectifs,
C'est le rôle de notre futur plan local de déplacement et des débats que nous entamons ce soir. Sur le sujet des objectifs, nous en proposons 4. La sécurité routière, le cadre de vie, esthétique, accessibilité, la qualité de l'environnement, air, bruit, espace vert, et le pouvoir d'achat qui diminue aussi vite que le prix du carburant augmente. L'ensemble de ces items contribue à la qualité de vie dans notre commune, donc à son attractivité et à son rayonnement. La première diapositive, c'est un état des lieux dressé par l'agence d'urbanisme de la région nîmoise et alésienne dans le cadre de l'étude qui lui a été commandée en 2019 en vue de la rédaction d'un nouveau PLD à Marguerite. 2 chiffres sont significatifs des enjeux qui se présentent à nous. 87% des déplacements de 1 à 3 km, donc dans notre commune, se font en voiture. Ce sont des déplacements qui prendraient au maximum 30 minutes à pied, 10 minutes en vélo ou en bus, 5 minutes en vélo ou trottinette électrique. Il y a forcément des gains à espérer dans l'intramuros, sans doute avec des aménagements urbains et routiers. 3 km, c'est la plus longue distance interne à Marguerite, depuis le parc Pradin jusqu'à la dernière maison de la rue des Vendangeurs. Un autre chiffre, issu de la même étude, mais qui ne figure pas sur cette image, 7% à peine des Margueritois utilisent les transports en commun. Dans les communes dites performantes, c'est le double. Je sais que la nouvelle proposition du réseau Tango a créé quelques difficultés, mais au-delà de cette situation que l'on espère conjoncturelle, il y a forcément des marges de progression sur cette question, notamment avec la ligne 20 pour les déplacements intramuros. Même si elle reste à améliorer, la nouvelle offre de transport en commun n'en constitue pas moins un progrès notable pour Marguerite. La ligne T4, avec 3000 voyageurs par jour, semble avoir déjà trouvé son public. La navette interne, ligne 20, connaît des débuts plus difficiles, avec 320 voyageurs. Il y a beaucoup d'enjeux pour celle-ci, qui est à l'évidence la ligne structurante d'une future offre de transport. Il faut travailler pour qu'elle serve mieux les élèves des écoles et du collège, les habitants du quartier Pradin, les visiteurs du parc Pradin, les clients de la ZAC Hermès et demain les usagers de la gare. Cependant, il faut mesurer que dès maintenant, elle permet à des enfants, des personnes âgées ou n'importe lequel d'entre nous d'aller en toute sécurité d'un bout à l'autre de la commune et dans la zone du TEC. Il semble qu'à ce jour, cette ligne soit sous-utilisée. Je crois que nous devons, en étant conscients des imperfections, la défendre et la promouvoir, car je le redis, dans un futur proche, elle structurera les mobilités dans la commune. Une campagne de communication a commencé sur la dernière page du magazine Les Échos de Marguerite. Pour information, les tickets peuvent être achetés aux 2 bureaux de tabac et d'ici la fin du mois, une borne automatique sera installée à l'abribus de l'arrêt glaciaire, le terminus de la ligne T4. Notre future gare est le pôle d'échange multimodal. Nous avons vu le nouvel élan créé par la réouverture aux voyageurs de la ligne SNCF rive droite du Rhône, notamment à Bagnoles et à Pont-Saint-Esprit. Attendu depuis longtemps, les trains circulent mais ne s'arrêtent pas encore à Marguerite. Ce sera pour décembre 2025, engagement de la région Occitanie, que le Père Noël débarquera sur le quai margueritois. Les travaux de construction des quais doivent démarrer en 2023. Attention, je tiens à préciser que ce que l'on projette n'est pas un plan d'aménagement, mais un diagramme de service qui nécessairement doit être présent sur un pôle d'échange multimodal. Parking, accès PMR, aire de covoiturage, dessert de bus, lieu de vie, parking de roue. L'enjeu pour nous sera évidemment la qualité des connexions du PEM avec les quartiers de la ville et bien sûr avec les villes voisines.
Je tiens aussi à préciser, pour éviter les on m'a dit, que les platanes seront tous conservés après une étude phytosanitaire. Les platanes, c'est l'alignement en vert. La circulation et les entrées de ville. Ceci n'est pas une esquisse de plan de circulation, mais la base forcément incomplète d'un futur exercice de réflexion sur les axes structurants de la commune, un premier point pour définir un plan de circulation en imaginant les parcours, les sens de circulation, les aménagements. Alors cette diapositive, elle est très parlante, parce qu'on peut remarquer que Marguerite est encastrée dans une sorte de rectangle, avec au nord la 86, au sud la voie ferrée, à l'ouest la 135, à l'est la frontière avec Saint-Gervasy. Cela complexifie la création d'entrées et sorties. Nous serons sans doute tous d'accord pour identifier les enjeux liés à la circulation. Difficulté aux heures de pointe sur l'avenue Mézerac, 5600 voitures par jour, à ce moment, et au rond-point de l'avenue de Paris, vitesse excessive, insécurité, stationnement qui fera l'objet de la diapo suivante. Le PLD doit nous permettre d'améliorer la situation. Mais ce schéma fait apparaître une question centrale qui se pose de longue date et n'a pas trouvé de réponse satisfaisante faute d'un travail collectif, celle des entrées et sorties de la commune. On voit que nous en avons deux depuis la RD 135, voilà, donc sur le plus petit côté de la commune, pour faire passer en tout 4600 véhicules chaque jour. Mais seulement une depuis la 86 au niveau de Super U, où doivent passer chaque jour 7400 véhicules individuels, mais aussi les lignes de bus, de trambus, ainsi que les lignes dédiées aux collégiens. Il y a là matière à réflexion et à amélioration, notamment dans l'optique de diviser les flux. Nous ne savons pas aujourd'hui vous dire si nous devons créer une ou des entrées, une ou des sorties, une ou des entrées-sorties. Nous n'en savons ni combien, ni où. Mais il semble indispensable de diviser les flux, sauf à laisser perdurer la situation actuelle. C'est évidemment une option, reste à savoir si ce n'est pas la pire. Pour info, pour revenir à ce que disait monsieur tout à l'heure, les communes avoisinantes qui ont vu leur population augmenter, Bouillargues, sur le côté de la 113 est passé de 2 à 4 entrées. Quessargues sur la D42 est passé de 1,5 à 4. Plus à l'ouest, Caveyrac sur la D40 est passé de 2 à 4 entrées, toujours sur le grand côté. Le stationnement. Alors sur cette diapo, il manque le stationnement de la place Pérouse, sous couvert de M. Chantrier, je crois que c'est 40 places. Et les 220 places que vous voyez, c'est le champ de foire, et ça, ce n'est qu'une hypothèse. Une zone bleue en cœur de ville, comme seule contrainte, pas de stationnement payant et actuellement plus de 400 places sur des parkings gratuits, tous situés à 5 minutes ou moins des services du cœur de ville. Ce qui n'inclut donc ni les places de la piscine, ni celles de la salle Louis Picard. On peut donc s'interroger, en dehors des événements exceptionnels, y a-t-il réellement un problème de stationnement à Marguerite? Pourquoi ne pas créer 220 places sur la partie herbe du champ de foire en dehors des événements festifs? La volonté de construire le PLD dans la plus grande concertation ne permet cependant pas d'exclure ce sujet de nos réflexions, notamment pour éviter le stationnement polluant, tant au cœur de ville que sur les trottoirs dans nos quartiers. Pour prendre la juste mesure de ce sujet et le relativiser, notons que le stationnement dans le cœur historique, qui est évidemment un sujet à polémique, ce sont en tout et pour tout 78 emplacements de stationnement matérialisés, plus d'une vingtaine d'emplacements sauvages pour environ 350 logements. Je pense que nous devrions être capables de trouver collectivement des solutions viables.
Les modes actifs. Alors, les modes actifs pour les non-initiés, c'est les modes de déplacement faisant appel à l'énergie musculaire. La marche, le vélo, les rollers, tout ce genre de modes de déplacement. Je pratique souvent. Le souhait d'un véritable réseau de déplacement au sein de la commune est aujourd'hui très largement partagé par les élus et les citoyens. L'enjeu est évidemment de permettre à chacun de se déplacer autrement et en sécurité, de relier les zones de vie aux zones d'éducation, d'activité et de services. Nous voyons que ce réseau était quasiment inexistant jusqu'ici, un petit tronçon de la rue des Anciens Combattants à la rue d'Audet. Nous avons réalisé les berges du Canabou, l'avenue des Galoubets, récemment la rue des Chardonnerets, et la liaison provisoire jusqu'au futur PEM. On voit qu'il reste donc beaucoup à faire dans le cadre du PLD, et nous savons qu'il y a urgence. Ne nous trompons pas, il ne s'agit pas d'interdire les voitures ou de vous obliger à pédaler, mais bien de permettre à chacun de choisir son mode de déplacement et de se déplacer en sécurité. Les modes actifs peuvent venir en complémentarité à des déplacements intermodaux, bus, tram. C'est des leviers pour diminuer les nuisances sonores, la pollution et surtout de rester en bonne santé. Ce petit schéma illustre le chemin que nous pourrions avoir à parcourir. À nous d'en tracer les contours et les méandres des ambitions. Nous passerons d'un réseau non structuré à un réseau complet. D'ores et déjà, pour participer à la concertation, avec le débat qui va s'ouvrir de suite, vous pourrez poser vos questions, en répondant au sondage qui est en ligne sur la page Facebook de la ville de Marguerite, en postant vos contributions sur le site marguerite2035.fr. Je vous remercie de votre attention et attendons vos questions. Merci Eric Pérédes. Cette présentation affirmée. Donc voilà, donc vous l'avez compris, vous ont été présentés ici les enjeux de circulation et de déplacement sur notre commune. Ces mêmes enjeux, cette présentation a été faite au Conseil des citoyens et des quartiers il y a un peu plus d'un mois maintenant, et je ne doute pas que le Conseil travaille dessus et que nous avons besoin, bien entendu, des contributions des uns et des autres pour venir éclairer les choix que nous devrons réaliser d'ici le mois de janvier, puisque c'est à la fin de janvier, début février, que nous devrons présenter ce plan local de déplacement, qui est une des composantes du plan local d'urbanisme. Donc, M. Pérédes l'a dit, donc on lance un sondage sur les réseaux sociaux et les sites internet donc dès ce soir, et puis bien entendu le site marguerite2035.fr permettra de recueillir l'ensemble de vos contributions. On comprend bien que la question des déplacements, elle structure bien entendu la commune, mais elle implique chacun d'entre nous, puisque derrière le déplacement, la question de déplacement, c'est de la facilité d'accès, mais ça peut être aussi de la gêne occasionnée, et que naturellement, chacun regardera l'impact devant chez lui des dispositifs qui seront mis en place, mais il faudra que l'on ait la capacité de pouvoir dézoomer et de voir l'impact sur l'ensemble de la commune de Marguerite des décisions que nous serons amenés à prendre. Et je crois que la diapositive sur les nombres d'entrées-sorties sur la commune et le nombre de voitures qui circulent notamment sur l'avenue de Mézérac est parlant, et que voilà, il faut qu'on les prenne en compte et qu'on y apporte ou pas des solutions, ou pas des réponses ou des dispositions, mais qu'on fasse nos choix
en connaissance de cause, et c'est bien l'objet de la présentation qui vous a été faite aujourd'hui. Il y a déjà une première question de ce côté. Ah, oui. Alors moi, je vais vous parler de la sécurité dans le village. Parce que moi, ça fait 5 ans que je suis sur Marguerite. J'ai acheté une première maison au 27 rue des Marchands et maintenant je suis au 7 rue Marchand. C'est-à-dire c'est l'ancienne auto-école pour ceux qui ont connu. Et aujourd'hui, avec mon voisin qui est David Rosca, pour ceux qui le connaissent, mais tout simplement on a failli se faire enlever par une voiture parce que ça roule vite. Ça roule vite à toutes les heures et surtout le soir. Donc, à un moment donné, cette rue, il va falloir faire quelque chose parce que beaucoup d'entre vous habitent vers les extérieurs et ceux qui habitent au centre-ville voient qu'il y a de l'insécurité. Donc, moi, quand on prend la rue des Marchands, qu'on descend, c'est-à-dire qu'on met là où le boucher à notre gauche, on a la rue Borély qui est sur la droite. À midi, entre midi et midi et quart, on a énormément de collégiens qui rentrent chez eux manger, qui descendent en trottinette. Donc moi, quand je les vois, je les sensibilise, mais c'est pas à moi de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette rue? Parce qu'un jour, il y aura avoir un problème, et ça sera sur la conscience de la mairie. Alors, on n'a pas les budgets, on n'a pas beaucoup de choses, mais à un moment donné, pour ça, il faudrait vraiment se mettre l'œil dessus, quoi. Donc après, les solutions, on les a, hein. Ça coûte pas très cher. À Rodian, voilà, en face du collège, le gymnase, pardon, vous avez des fossés, là, voilà, donc ça fait freiner déjà. Au lieu de mettre des coussins paranois jaunes qui ne servent plus à rien, on peut mettre ça. Ou on peut aussi mettre, mais ça coûte un peu plus cher, des bornes à pneumatiques comme on peut trouver sur Aigues-Mortes par exemple, puisqu'on n'a que 3 garages entre Borély et ce tronçon de la rue des Marchands. Donc je ne sais pas, ou alors mettre un radar automatique qui puisse sensibiliser aux gens à payer 35 € d'amende, peut-être ce sera mieux que des panneaux qui interdisent la limitation à plus de 30 km/h. Le problème de la sécurité, et plus particulièrement de la sécurité des piétons et de nos enfants piétons ou cyclistes qui vont à l'école, aux écoles ou au collège, elle est vraie dans le village, dans le cœur du centre historique, mais elle est vraie partout. Souvent le matin, je vois quelques gamins qui osent s'aventurer en vélo sur l'avenue de Mézérac. Et on mesure combien aujourd'hui nos voies ne sont pas adaptées et sécurisées pour permettre des déplacements dignes de ce nom. Donc, ce qui est vrai dans le village est vrai un peu partout. Moi, je dirais qu'il n'y a presque pas une rue où je ne suis pas interpellé sur des problèmes de vitesse excessive, de conduite inappropriée, mais vous avez raison, c'est peut-être exacerbé dans le village où les voies sont petites. Alors il existe plusieurs solutions, vous en avez cité quelques-unes. C'est bien ce que nous allons devoir trouver dans le cadre de ce plan local de déplacement. La question dans le vieux village, déjà aujourd'hui la première question qu'il faudra peut-être se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de véhicules dans le centre ancien, de véhicules qui pourraient stationner peut-être ailleurs, et donc du coup ne pas circuler dans le village. Mais pour ce faire, il faut que l'on ait bien entendu des solutions alternatives. Moi je prends souvent l'exemple de Nîmes, où le stationnement est interdit dans le cœur de ville de Nîmes, où la circulation est réglementée à travers les bornes descendantes telles que vous le disiez, mais en contrepartie, il y a une offre de stationnement en bordure du centre-ville qui permet aux habitants, quand même des habitants de le centre-ville, permet aux habitants de pouvoir accéder facilement et rapidement à leur domicile. Donc il faut qu'on règle effectivement ces situations-là, car aujourd'hui l'absence de plan de circulation structuré nous met en danger. Je crois qu'on a la chance aujourd'hui de ne pas avoir eu beaucoup d'accidents sur notre commune, mais en même temps, quand moi j'allais à l'école en vélo ou à pied de manière sereine il y a plus de 40 ans maintenant, aujourd'hui mes enfants, quand eux étaient petits, ne l'ont pas fait.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, très peu de gens laissent partir leurs enfants en vélo. Et pourtant, on l'a vu dans la présentation qui a été faite, on est sur des déplacements de 1 à 3 km maximum qui en vélo se font très, très facilement. Donc il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir à la fois permettre aux gens de circuler en voiture, parce que dire aujourd'hui on va supprimer la voiture, M. Paredes l'a dit, serait totalement illusoire. Par contre, il faut permettre à l'ensemble des modes de déplacement de pouvoir se côtoyer et de manière sécurisée. C'est tout l'enjeu du PLD. Alors après, les solutions, les coussins berlinois, les sens de circulation, les voies sécurisées, etc. Il en existe plusieurs. Je crois qu'il n'y en a pas une qui est infaillible, mais il faut qu'elle existe. C'est quand donnez-nous les dates, parce que là on parle de 2035. Hein. Et 2035, la moitié des gens, excusez-moi, ils seront mangés par les vers et moi j'en serai pas loin. Bon, j'espère pas qu'ils seront mangés par les vers. Le plan local de déplacement. Le plan local de déplacement, il sera voté en janvier 2023. Fin janvier, février 2023. Le plan local d'urbanisme, qui structurera aussi sur tout cela, on l'a dit tout à l'heure, sera voté en fin d'année 2023. Et petit à petit, en fonction des contextes budgétaires que nous réaliserons des aménagements. Aujourd'hui, on est en train de réaliser des aménagements sur la rue des Vendangeurs, qui connaît aussi des gros problèmes de fréquentation. Donc cette année, c'est la rue des Vendangeurs, l'année prochaine, ça sera d'autres rues, mais ça se fera. Alors, je suis incapable de vous dire quand est-ce que l'on fera le village. À travers le village, c'est toute la requalification et la redynamisation du cœur ancien qu'il faut penser. Aménagement des voiries, la question des fils électriques qui sont apparents, etc., etc. Il y a tout un travail de réflexion à mener sur le vieux village, mais qui est un travail de longue haleine. Et avant de pouvoir dire on va déplacer les voitures ou empêcher les voitures de circuler, ou il faut que l'on propose des alternatives qui aujourd'hui sont soit pas existantes, soit pas utilisées, ou soit peu utilisées. Donc on a tout ce travail à faire, mais c'est l'enjeu du PLD. On parlait de l'avenue Mézérac, 5600, je crois, 5600 véhicules. Aujourd'hui, régler la question de Mézérac, c'est d'abord régler la question des flux sur la commune, et c'est un travail de concertation que l'on doit faire ensemble. J'ai une question de ce côté, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, ma question est la suivante. Il me semble que d'ores et déjà, on oublie quelque chose de très important, c'est la montée en puissance des véhicules électriques, qui impose peut-être de placer à différents emplacements dans la ville des bornes de recharge, ce qui signifie autant de places de stationnement mortes pendant ce temps. Alors je pense que si on se projette en 2035, eh bien, peut-être que les places de stationnement, il va en falloir pour mettre des bornes électriques. J'aimerais qu'on parle de ça dans le plan, parce que c'est un oubli flagrant. Il me semble que c'est pas possible d'éliminer ça. C'est pas un oubli, c'est le stationnement pour les véhicules électriques, mais aussi, on n'a pas parlé de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. C'est une des composantes du PLD, donc on n'est pas rentré dans ce détail-là sur le nombre de places, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas été travaillé. Est-ce qu'en 2035, les voitures électriques seront toujours d'actualité? C'est une vraie question sur laquelle je ne m'aventurerai pas et auquel je ne peux pas répondre, mais quoi qu'il en soit, il faut que l'offre de stationnement, l'offre de circulation que l'on proposera s'adapte aux usages du moment. Et si effectivement demain les véhicules électriques se développent de manière conséquente, il faudra que l'on aille au-delà de ce que nous proposons aujourd'hui à Marguerite. De mémoire, il y a 2 places à avenue Ferdinand Pertus et 2 places dans la ZAC du TEC. Mais ça fait partie des composantes, c'est des questions auxquelles il faudra répondre. Et quoi qu'il en soit, je pense que c'est des exigences qui nous seront aussi imposées. Monsieur le maire, bonjour.
Quand on parle de circulation, on parle souvent de circulation apaisée, et un des éléments, c'est effectivement la circulation piétonne. Un des freins à la circulation piétonne à Marguerite, à mon avis, c'est le manque de bancs. Il y a des personnes âgées ou des personnes qui veulent se déplacer dans la ville, ont l'impossibilité de faire une halte, de se reposer. J'observais que pour la IT4, les gens qui prennent le bus sont assis par terre, et qu'avec l'aménagement du retournement du bus, on n'a pas prévu en même temps la réalisation de bancs, même voire provisoire, s'il y avait un aménagement plus important qui devrait être fait. Un autre élément aussi, c'est le bruit. Le nombre de motos qui pétaradent, etc., qui vont réveiller un quartier. Et je pense qu'une ville devrait se doter d'éléments de mesure du bruit, de manière à pouvoir, de manière efficace, essayer de le réduire. Il y a autrement, il y a une circulation piétonne là, qui traverse Pérouse. La nuit, il n'y a pas la moindre lumière qui permet aux promeneurs je dirais, de la rue de Nîmes, rue des Micouliers, etc. C'est une allée piétonne et cycliste qui, à mon sens, doit être préservée, parce qu'en la préservant, on préservera, je dirais, un espace vert remarquable qui est Pérouse. Et cet espace vert remarquable, avec les arbres, etc., devrait conserver cette liaison tous, et qui permettrait éventuellement d'aller à Pradène également, avec une possibilité, semble-t-il, de franchissement en sécurité de la voie qui contourne Marguerite. Alors, bon, j'entends vos remarques, je suis tout à fait d'accord, hein, je crois que c'est partagé pour tout le monde concernant les bancs. Alors, sur les bancs, on peut apporter des réponses, effectivement. Sur le niveau de bruit des moteurs, c'est plus compliqué, hein, on n'est pas constructeur, vous le savez. Juste pour répondre à votre question concernant le T4, effectivement, le T4, il n'a été prévu sans abribus lorsqu'il a été pensé par Unimétropole. Et donc la commune s'est substituée pour le coup, et l'abribus devrait être livré d'ici la fin du mois, et effectivement permettre aux utilisateurs de pouvoir s'asseoir et être abrités, mais ça n'empêche pas effectivement de pouvoir installer d'autres bancs sur la commune. Concernant les transports doux sécurisés, éclairés, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, ceci c'est pas le plan arrêté, mais c'est ce à quoi pourrait ressembler un plan de déplacement des modes actifs sur la commune de Marguerite. L'objectif étant de pouvoir aller d'est en ouest et de nord au sud sur des voies totalement sécurisées, éclairées la nuit, effectivement. Donc, alors on ne sait pas par où elles passeront exactement, mais on est bien dans l'esprit de ce que vous nous indiquez. Vous avez parlé de favoriser les modes de déplacement actifs, c'est louable, mais je suis un peu inquiet quand je vois comment a été traitée la piste cyclable sur l'avenue de la Gare. Pas de souci, mais un peu plus loin au niveau du cimetière, à ce niveau-là où la rue est aussi large qu'en face à la gare, les vélos ou trottinettes sont invités à monter sur le trottoir le long du cimetière. Donc je vous crois, vous avez dit que vous n'aviez rien contre les personnes âgées, mais il faut reconnaître que quand on sort du cimetière, si vous avez des trottinettes suivant à quelle allure le passe, et puis on en voit qui passent rapidement, à moins que soit prévu, je ne sais pas, de mettre des feux pour arrêter les trottinettes, pour laisser passer les personnes âgées, je ne sais pas, mais c'est quand même bizarre comme aménagement. Alors je ne sais pas si c'est le bureau d'études qui a imaginé ça ou qui l'a imaginé. Et monsieur parlait des bancs, là aussi il y a 2 bancs qui ont sauté, et ma foi, je ne sais pas si c'était pour faire place aux vélos et aux trottinettes, mais c'est bien dommage parce que vu la population qui souvent se rend au cimetière, il est très bien de faire une petite pause. Alors,
sur la question de la pause, je me tourne vers Jean-Pierre Catébras, mais pour le coup, on a installé un nombre de bancs, je ne sais plus s'il y en a 5 ou 6 qui ont été installés, 8 bancs ont été installés au cimetière l'an dernier, donc dans les deux cimetières. Il y a 2 bancs qui ont été installés, scellés, donc ils y sont, vous les verrez. Et quant à l'aménagement effectivement de la piste cyclable sur l'avenue de la Gare, c'est un aménagement provisoire et qui sera sécurisé lorsqu'arrivera la réalisation du pôle d'échange multimodal dont on a parlé là, et qui nous permettra de reconfigurer totalement la gare et ce quartier, et du coup revoir les aménagements en matière de piste cyclable et pouvoir se mettre un peu en lien, compte tenu effectivement de la grandeur de la voie, on peut envisager de pouvoir faire un aménagement plus sécurisé. Et cet aménagement reste conforme quand même aux dispositifs qui peuvent être mis en place, mais qui, je vous le concède, n'est pas des plus adaptés. J'aimerais répondre sur cette question, c'est possible? Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi de prendre la parole. J'écoutais ce que disait monsieur. Aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été faits sur Nîmes pour le TCSP. Vous allez au cimetière, pas du pont de justice, c'est Saint-Baudile, route d'Avignon. Quand vous sortez, vous avez les vélos qui passent. Pourtant, c'est piétons et cyclistes. Il faut quand même être logique. Quand on est sur une piste, là c'est mixte, pour répondre à votre question, normalement, c'est les vélos que doivent réduire la vitesse. Là, je vous l'accorde, on ne peut pas faire d'autre aménagement. Quant à l'aménagement que vous voyez qui a été fait le long de la gare aujourd'hui, c'est des aménagements aujourd'hui qui se font de partout. Vous allez à Manduel, rue Saint-Paul, vous allez toute la traversée de Bellegarde, ça s'appelle la chaussée douce. Ça veut dire que vous réduisez le voie de circulation, les cyclistes sont prioritaires, et quand il n'y a pas, quand vous avez une voiture en face, vous avez le droit d'emprunter la voie. Donc ça, c'est un truc qui se fait de plus en plus, parce que quand on fait des pistes cyclables, il faut tenir compte de l'assiette de la voirie. Parce que si vous avez normalement la piste cyclable à double sens, c'est 2 mètres, ou alors vous faites des bandes cyclables 1 mètre de chaque côté. Des fois, la voirie ne permet pas de le faire. Donc ça, c'est un truc qui a été inventé, qui a été créé il y a quelques années, et ça, de plus en plus, vous en avez. Nîmes en fait, toutes les villes en font. Quand l'assiette de la voirie ne le permet pas, on a parlé de Mézeran tout à l'heure, mettez 2 pistes cyclables, vous ne vous croisez plus. Donc, si vous faites ce système de chaussée-doux, c'est vrai qu'il faut faire des aménagements, panneaux, etc., qui expliquent. Mais aujourd'hui, c'est ce qui va se faire pratiquement dans toutes les villes. Et regardez, allez sur Internet et regardez, ça fonctionne. Excusez-moi, la modeste précision, je vous l'aimerais. Merci Bernard. Oui, voilà, l'idée c'est d'arriver à concilier, bien entendu, circulation moteur et circulation vélo. Pardon. Oui, pardon. Oui, monsieur le maire, pas de questions, mais 2 réflexions. Une première réflexion, c'est qu'il a semblé que dans l'exposé qui nous a été présenté, il s'agissait surtout du village, du centre du village, et peut-être pas du tout de la plaine. En ce qui concerne la plaine, je voudrais dire qu'aux États-Unis, à l'ouest du Pecos, il n'y avait plus de loi. À Marguerite, à l'ouest du Canabou, il n'y a plus de loi non plus pour la circulation. Le chemin de redescente, c'est vraiment le chemin de la mort. 70 km/h, c'est absolument pas respecté. C'est pareil pour le chemin de Canguerade, c'est vraisemblablement pareil pour d'autres endroits de la plaine. Donc le problème de sécurité sur la plaine se pose avec beaucoup d'acuité. C'est ce que je voulais vous dire. Deuxième réflexion, c'est en ce qui concerne la ligne 20. Je ne suis pas encore un de vos concitoyens, puisque je continue à voter à la Grande Motte, qui est ma ville d'origine, bien que ça fait 20 ans que je suis ici, mais enfin, je vais changer la situation. Non, ce que je voudrais dire, c'est que sur cette ligne 20, on a l'impression que les bus, c'est un peu des bus fantômes.
On voit de temps en temps une personne, deux, parfois le chauffeur tout seul. Voilà. Je reste sur une comparaison de la Grande Motte, c'est qu'il me semble que, bien sûr, les choses ne sont pas comparables, mais qu'ils ont un circuit urbain avec des petits véhicules qui comportent 7-8 places, etc., et qui paraissent donner satisfaction. Voilà un peu les deux réflexions que je souhaitais faire. Donc, sur la plaine, si effectivement elle a été oubliée dans la présentation, elle ne sera bien entendu pas oubliée dans le cadre des documents d'urbanisme, notamment le PLD, puisque la plaine, on a montré tout à l'heure, comme la Garrigue, fait partie intégrante du territoire communal, et les règles, nous édifierons des règles, que ce soit en matière d'urbanisme ou de déplacement, aussi bien dans l'enveloppe urbaine que dans la plaine agricole ou dans la zone de Garrigue. Sur la ligne 20, tout d'abord, vous rappelez, si les uns les autres ont oublié, que Marguerite est la première commune de l'agglo à bénéficier d'une ligne interne. Donc pour l'agglomération de Nîmes Métropole, hors Nîmes, c'est une première. Et c'est une première qui date depuis la fin août, 26 ou 27 août. Donc elle est dessinée ici. On ne peut que partager, et M. Pérendes l'a dit tout à l'heure, on ne peut que partager le constat que vous faites, de voir des grands bus qui circulent aujourd'hui, la plupart du temps vide, puisqu'on a une fréquence de mémoire tous les quarts d'heure en période pleine, de 25 minutes ou 30 minutes en période creuse, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, compte tenu du peu d'utilisation des Margueritoises et des Margueritois, si les bus circulent à vide. J'en parlais ce matin, parce que ce matin nous étions sur la rue des Vendangeurs, nous avons vu passer un bus vide, et je regrettais que Nîmes Métropole n'ait pas fait le choix, ou que le prestataire qui est en charge des transports n'ait pas fait le choix de ce qui existe à Alès par exemple, où on a de toutes petites navettes électriques qui circulent dans la commune, et qui sont bien plus adaptées au contexte urbain qui est le nôtre. Ce choix n'a pas été fait aujourd'hui, il sera peut-être fait demain. Je dis encore, il n'y a que 2-3 mois de recul sur cette ligne. Mais ce qui est important, c'est que cette ligne, on la réussisse. On la réussisse parce que c'est un plus pour notre commune, c'est un plus pour nos habitants, et il faut que nos habitants se l'approprient. Pour ce faire, il faut qu'elle évolue en termes de taille de véhicule, mais aussi en termes de cheminement. On voit bien à travers cette carte-là qu'il y a toute une partie de la commune, et je ne parle même pas de la plaine, qui est totalement oubliée de ce réseau-là. Nous sommes bien entendu en contact avec Nîmes Métropole sur ces questions-là, et de manière régulière. Nîmes Métropole va se laisser le temps d'apprécier les choses le prestataire éolien va se laisser le temps d'apprécier les choses et de faire évoluer en conséquence. Donc, laissons le temps à cette ligne 20 d'exister, laissons le temps aux Margueritois de se l'approprier. Il n'y a pas longtemps, en conseil des citoyens, une dame qui habite en centre-ville m'a dit « Mais monsieur le maire, on ne peut pas aller à Super-U en bus ?» Ben si, vous pouvez y aller. Mais tout simplement, elle ne le savait pas. Donc, je crois qu'il faut que nous aussi, on communique énormément sur les possibilités nouvelles qu'offre cette ligne interne, beaucoup pensant que cette ligne ne permet en fait que d'aller au T4 pour aller à Nîmes. Mais non, elle doit servir, et elle réussira si elle sert au transport inter-margueritois. Aujourd'hui, le quartier lotissement du Mas Praden est mal desservi. L'espace Praden est mal desservi, parce qu'aujourd'hui le bus ne franchit pas le CD 135. On était ce matin en lieu et place pour réfléchir à l'aménagement d'un quai-bus permettant à cette ligne 20 de franchir le CD 135 en toute sécurité, donc permettant notamment aux enfants qui vont jouer au foot, qui demain iront jouer au tennis, de pouvoir cheminer du Canabou jusqu'à Praden de manière sécurisée. Donc laissons-lui encore le temps. Par contre, à nous de nous donner tous les moyens pour qu'elle réussisse. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous sur le dimensionnement des bus, qui aujourd'hui, alors ça fonctionne très bien le matin, lorsque les lycéens prennent le bus, effectivement les bus sont pleins. En journée, par contre, effectivement, on a l'impression de faire tourner des bus à gasoil à vide.
Oui, Henri Jarreau. Je reviens sur le problème des pistes cyclables. C'est un sujet que je maîtrise très bien et que je connais, puisque je effectue 98% de mes déplacements à pied ou à bicyclette sur Marguerite. Et ce que vous avez nommé piste cyclable, pour moi, non, c'est juste un peu de peinture qui délimite une partie de la chaussée. C'est pas du tout sécurisant, aucun entretien. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Déjà, vous pourriez essayer de voir, d'améliorer le revêtement de la rue qui passe devant l'église, parce qu'alors là, il faut zigzaguer sans arrêt. Vers la poste, c'est le même problème. Et les voitures qui sont derrière vous sont mécontentes parce que vous ne pouvez pas du tout avancer ni vous ranger sur la droite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez quelque chose d'autre à proposer concernant ces pistes cyclables, je suis à votre service. Avec grand plaisir, parce qu'effectivement, c'est justement les utilisateurs qui vont le mieux nous éclairer sur les équipements qui sont nécessaires. L'état de la voirie, vous avez cité 2 rues, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres à citer malheureusement. Elles se font petit à petit. On consacre chaque année 600 000 euros d'investissement pour les travaux de voirie. Donc chaque année, des rues seront faites, mais elles sont nombreuses. Nombreuses sont en mauvais état à Marguerite, donc elles se feront petit à petit. Pour celles que vous avez citées, notamment l'avenue de la République, elle se fera avec l'aménagement du futur parc Alfred de Magne. Ça nous permettra de sécuriser et d'embellir cet axe structurant qui est l'avenue de la République avec son parvis de l'église. Donc sur l'état des voiries, il faut avancer. Malheureusement, voilà, on ne pourra pas faire, je ne sais plus combien de kilomètres de voirie, M. Chantrier, 45 km de voirie. Vous comprendrez qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, donc on le fait petit à petit. Et quant aux aménagements sur les pistes cyclables, donc bien sûr preneur de votre expérience et de votre vision. Ce que l'on sait, c'est que ce que disait M. Chantrier, c'est que selon le dimensionnement et l'utilisation que l'on va donner à telle ou telle voie, il y a différents aménagements qui sont possibles. Ce qui a été réalisé avenue des Galoubets n'est pas possible rue de la République, par exemple, ou rue de Mézerac. Par contre, il faut ce qu'on appelle les voies partagées, mettre en place des voies partagées. Aujourd'hui, vous avez sur Nîmes, les cyclistes, les trottinettes utilisent les voies de bus pour circuler et de manière autorisée, pour circuler dans Nîmes. Donc, c'est ces aménagements-là qu'il faut arriver petit à petit à mettre en place. Et ils sont divers, mais ils ne seront pas tous fermés, parce que la structuration urbaine ne permet pas de faire des pistes cyclables enfermées dans chacune de nos voies, sauf à interdire la voiture. Donc il faut que là aussi on arrive à trouver le bon équilibre. Il ne faut pas confondre voies vertes et voies cyclables. Alors on est sur deux aménagements différents. Je vais vous venir en aide. Pour avoir fait 16 ans chez Tango en tant que conducteur et avoir passé un BTS transport, moi ça ne me choque pas de voir un bus à vide. Tout simplement pourquoi? Parce que les enveloppes qui sont faites en début d'année aux appels d'offres, elles sont faites sur une enveloppe kilométrique et 2 sur une enveloppe financière. C'est-à-dire que si un bus tourne à vide, les sociétés de transport sont quand même payées parce qu'ils ont tant de kilomètres à donner, admettons, pour une navette pour le centre-ville de Marguerite, et ils ont aussi une enveloppe financière. Donc cette enveloppe financière peut porter à une navette minimum jusqu'à 3, 4, 5, et même si elles sont vides. C'est Nîmes Métropole qui a les enveloppes pour Marguerite, pour Millau, pour toutes ces communes agglomératrices. Et donc, les navettes sont payées au kilomètre effectué et pas au nombre de gens qu'elles transportent. Parce que vous comprendrez que si vous voyez à chaque fois une bonne navette vide, ils ne gagneraient pas grand-chose. Et là, ça tourne encore. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'apporter cette information. Effectivement, mais le gestionnaire de fonds publics que je suis et les contribuables que nous sommes, on a tout intérêt à avoir plutôt des bus pleins circuler que des bus vides, parce que, in fine, si des bus circulent à vide, in fine, le payeur, en l'occurrence Nîmes Métropole, retirera ces bus. Donc il faut que cette ligne 20 elle fonctionne si on veut pouvoir la maintenir. Si l'enveloppe est prévue, il n'est pas obligé de... Oui,
Et non, mais c'est la vision du transporteur. Avez-vous d'autres questions, M. Barnowski? On en revient au plan de circulation et surtout aux entrées et sorties de Marguerite. Vous croyez que la question n'aimerait pas? Alors, il y a déjà un gros problème quand on est au rond-point de Super U, c'est que les piétons ne peuvent pas circuler. On parle de sécurité, rien n'est fait pour les piétons ni pour les cyclistes à cet endroit-là. Ensuite, sur Marguerite, on a deux axes qui sont inactifs, qu'on pourrait peut-être remettre en place. C'est la route qui va à la déchetterie et qui rejoint le rond-point de MFR, qu'on pourrait remettre en état pour faciliter la route pour les gens de Brooks, au lieu qu'ils rentrent dans le rond-point de Super U et s'engglutiner les uns les autres. Ils pourraient prendre cette rue-là. Et il y a une autre route qui existe aussi, je crois que ça s'appelle la rue des Vendangeurs, qui passe d'Intermarché et qui rejoint le pont SNCF à Grésand. Ça, c'est les pistes. Donc ce sont deux pistes qui pourraient être peut-être envisagées pour soulager les circulations et éviter que tout le monde s'agglutine là sur ce rond-point de Super U et faciliter donc la sortie et l'entrée dans Marguerite. D'abord la sécurisation de la départementale 86. Aujourd'hui, on travaille avec les services du département. Alors, pardon, les services du département travaillent, eux, à la question de la déclassification de la route départementale 86, de manière ne faisant plus de cet axe-là un axe prioritaire. Ce qui nous permettrait du coup de pouvoir réduire la vitesse sur cette départementale 86 et du coup de pouvoir créer des aménagements style passage piéton sécurisé sur cette voie-là. Donc aujourd'hui, le seul espace qui existe pour traverser la 86, c'est le fameux tunnel qui n'est pas accessible aux personnels à mobilité réduite et qui est dans l'état que vous connaissez lorsque vous êtes amené à le traverser. Donc le recalibrage de la départementale 86 devrait nous permettre d'apporter des réponses en termes de sécurité pour les piétons et pourrait nous permettre aussi d'apporter des réponses en termes d'entrée et de sortie sur la commune. Sur les voies que vous avez citées, hein, effectivement, c'est des voies qui peuvent être utilisées. Alors je ne suis pas sûr que les gens... Après, l'étude qu'on a menée, elle est essentiellement sur les déplacements intramuros à Marguerite. Il serait peut-être intéressant effectivement de regarder les voies de circulation de poules lorsque les poules soient vont à Nîmes, mais je pense que lorsque les poules vont à Nîmes, ils ont peut-être tendance à passer par Courbesac. Hein. Mais néanmoins, c'est des pistes à créer. Quoi qu'il en soit, plus on arrivera à créer des voies qui contournent notre commune, moins on aura de gêne occasionnés par des personnes qui ne font que passer par des véhicules, pardon, qui ne font que passer par Marguerite pour rejoindre la plupart du temps Nîmes. C'est la problématique que l'on rencontre sur la 86 dans le sens Saint-Gervasy Nîmes tous les matins, qui est totalement encombré parce que les personnes qui vivent à l'est de Marguerite n'ont d'autre choix que d'emprunter cette voie-là. Il est regrettable qu'au moment où le contournement de la voie ferrée a été réalisé, la fameuse virgule, que l'on n'ait pas, à ce moment-là, imaginé une voie qui rejoindrait le chemin des canaux, qui aurait permis de contourner Marguerite pour rejoindre la ligne Nîmes. En l'état, il faut qu'on arrive à répondre à nos problématiques. Celle des gens extérieurs à la commune, c'est une chose, mais il y a cette problématique-là, du nombre de véhicules qui rentrent aujourd'hui dans la commune et qui sont principalement des véhicules de Margueritois. A priori, on n'a pas parlé dans le détail à Pointé, mais principalement, sauf peut-être les 2600 qui rentrent par l'avenue des Vendangeurs, qui eux viennent contourner effectivement la 86 pour rejoindre Nîmes, donc une vraie problématique. Donc d'où les aménagements que l'on a réalisés. Hein. L'objectif, c'est de créer des aménagements qui vont occasionner de la gêne pour les automobilistes, pour les inciter à ne pas passer par là et à sécuriser donc
Donc là, bon. La problématique, elle est effectivement qu'aujourd'hui, on a un grand nombre de véhicules, 7400 qui rentrent sur une seule entrée, côté nord de la commune, 5600 sur l'avenue de Mézières, qui est certainement la voie la plus encombrée de la commune de Marguerite, et ce qui va s'intensifier avec, une fois que les 120 à 130 logements qui sont prévus à Mézières seront réalisés, donc on aura entre 250, 300 voitures, 300 véhicules supplémentaires. Donc la question des entrées de ville, c'est une vraie question, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Je pense que c'est un sujet qu'il faut véritablement arriver à débattre de manière apaisée, de manière collective, avec le plus de hauteur possible. Parce que des solutions qui seront apportées à un problème occasionneront d'autres gènes ailleurs. Alors il y a des choses qui sont peut-être faciles à imaginer, plutôt derrière le collège. On pourrait imaginer que les bus scolaires ne traversent plus la rue de la Travette, enfin de Paris, de la Travette, et la rue des Cévennes. Donc il y a des choses qui sont faciles à imaginer. On sait bien, parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble, et notamment tous les deux, on sait que la question à l'Est, elle est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup plus tendue. Pour autant, la situation de Mézières l'est aussi tendue. Donc il faut qu'on arrive à peser le plus sereinement possible cette question-là et trouver les solutions les plus adéquates, les plus pertinentes, qui nous permettront de pouvoir diffuser au mieux les flux aujourd'hui que nous connaissons sur notre commune, qui sont là et qui sont bien là et qui vont pas se réduire sur tout le quartier est de la commune de Marguerite. Donc c'est un véritable enjeu, c'est pour ça que je m'étonnais que la question soit pas encore venue, mais c'est certainement l'enjeu le plus important de ce PLD, parce que c'est la question et la problématique qui fera le plus débat, qu'il a déjà fait par le passé. Et contrairement à ce qui se fait par le passé, il faut que je pense qu'on le travaille collectivement. Et le Conseil des citoyens travaille déjà, nous travaillerons avec les comités de quartier pour pouvoir trouver les solutions pour faire les choix que nous devrons faire en responsabilité, mais qu'ils soient le plus partagés possible. Monsieur le maire, ça fait bientôt 2 heures que nous sommes ensemble et que nous échangeons. Donc je crois qu'il reste une ou deux dernières questions. On va les prendre avant peut-être de conclure. Merci. Juste une intervention sur le barreau, justement, qui est sur le barreau routier, qui n'existe pas, qui est en orange derrière le collège. Oui. Et donc, est-ce que c'est déjà quelque chose qui est pour vous les réalités, disons que ça fait partie du programme que vous avez fixé? Pas du tout. Pas du tout. Comme vous l'a dit M. Pérédel, voilà à quoi pourrait ressembler un plan de circulation sur la commune de Marguerite. Ce qu'on a essayé d'identifier, c'est où il y avait des problèmes. Et on sait qu'autour du collège, il y a un gros problème de circulation, notamment compte tenu de la circulation des bus. Donc, cette voie-là ça pourrait être une solution, mais aujourd'hui, il n'y a aucun projet. Je vous l'ai dit, sur tout ce quartier de Marcieux, l'idée, c'est qu'on va recruter un architecte de conseil, on va faire appel par un architecte de conseil, qui travaillera sur la vision urbaine de ce futur, de ce quartier et de son devenir. Non, c'est juste des possibilités qui existent. Alors, il n'y a aucun projet aujourd'hui posé en matière de création de voies. Il en est de même pour les entrées. On sait que les enjeux sont là. On sait qu'ils sont clairement identifiés là. Mais quoi qu'il en soit, comme je le disais pour les entrées de ville, tout aménagement, et je crois que c'est important de rassurer l'ensemble des riverains, c'est que tout aménagement sera préalablement débattu dans ses enjeux, dans ses problématiques et dans sa réalisation avec l'ensemble des riverains, avec l'ensemble des quartiers. Aujourd'hui, lorsque des logements se réalisent sur la commune, qu'ils soient sur la propriété de la commune ou qu'ils soient sur
que ce soit des projets privés sur des parcelles privées, systématiquement, nous associons les riverains afin que l'on puisse appréhender le plus en amont possible les différentes difficultés auxquelles on pourrait être confronté. Donc, lorsque l'on rentrera dans des phases de réalisation des différents projets, bien entendu qu'on les travaillera ensemble et le plus en amont possible, comme on le fait aujourd'hui. Une dernière question ? Avec plaisir. Je ne sais pas comment vous entendez avec le maire de Saint-Gervasy, mais vous savez qu'à Saint-Gervasy, il y a un grand parking à côté de la boulangerie qui pourrait servir pour faire un parking de covoiturage et qui permettrait de soulager effectivement cette circulation sur la départementale. Tout à fait, tout à fait. Idéalement, moi j'avais imaginé que la ligne T4 irait jusqu'à Saint-Gervasy. Donc manifestement, il n'y avait pas le besoin nécessaire, ou il n'était peut-être pas aujourd'hui clairement identifié. Mais effectivement, ce rond-point-là, il est important. Mais au-delà de cet espace-là, de ce parking-là, il y a ce rond-point. Il y a ce rond-point et l'accès qui peut en être. C'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation de ce côté, parce que peut-être qu'une des entrées de Marguerite pourrait se faire par Saint-Gervasy. Voilà. C'est peut-être aussi un sujet qu'il faut poser, donc je m'entends très bien avec le maire de Saint-Gervasy. Après, le maire de Saint-Gervasy a aussi ses contraintes budgétaires, c'est pour ça qu'il faut qu'on le travaille collectivement, comme on le disait tout à l'heure. Mais bien sûr, c'est une des solutions, et je crois que pour éviter que les voitures circulent sur la 86, plus on ira les chercher en amont, mieux ce sera. Et là, je crois qu'on est véritablement à une intersection de l'ensemble des communes que sont Cabrières, Saint-Gervasy, Bezous. Donc il y aurait du sens, effectivement, à développer ce lien-là, peut-être dans un devenir du T4. Écoutez, je vous remercie de votre présence nombreuse, de ces échanges. Le travail ne fait que commencer. Donc, je vous invite donc à répondre aux différents sondages que nous faisons, d'apporter vos contributions sur le site Marguerite 2035. Et le Conseil des citoyens sera un des acteurs forts et un des relais forts, parce que je rappelle, le Conseil des citoyens rassemble des citoyens, mais aussi tous les représentants des comités de quartier. Donc c'est aussi un relais fort pour pouvoir nous apporter des éléments de construction de ces documents-là qui vont voir le jour dans les prochains mois. Merci à tous pour votre... Pardon. Juste deux petites informations complémentaires à la soirée, toujours dans les optiques de concertation. Dans le cadre du développement et de création du projet d'aménagement du parc Magne, nous vous donnons rendez-vous le 26 novembre, le samedi 26 novembre de 10h à 17h, place Alphonse Martin, où les entreprises qui ont été lauréates du concours organisent la première réunion de concertation avec la création éventuellement d'un collectif citoyen pour travailler sur ce projet. Donc ça, c'est le 26 novembre de 10h à 17h place Alphonse Martin. Et puis un peu plus loin dans le temps, la semaine du 12 au 16 décembre, vous aurez dans le hall de la mairie la présentation des 3 maquettes et des 3 projets qui concourent pour la réalisation du village des solidarités. Donc vous pourrez les découvrir en même temps que les élus, et vous pourrez éventuellement, enfin vous pourrez pas éventuellement, vous pourrez, si vous le souhaitez, voter pour celle que vous préférez. C'est un vote consultatif bien entendu, mais ça permet aussi d'être en amont des projets. Voilà, c'est tout, je voulais vous préciser ça. C'est du 12 au 16 décembre prochain.